Au IXe siècle de notre ère, Charlemagne réalise le premier rassemblement territorial de l'Europe et permet l'épanouissement d'une culture européenne, fondée sur le christianisme. C'est l'empire carolingien, dont la capitale se trouve à Aix-la-Chapelle. La division de cet empire entre les héritiers de Charlemagne fait basculer l'équilibre du continent. Elle donne ses origines au royaume de France, à l'ouest du Rhin, et au Saint-Empire romain germanique à l'est. 10 siècles plus tard, au XIXe siècle, la France et la future Allemagne dominent l'Europe et le monde. Ce sont la deuxième et la troisième puissance économique mondiale, les pays les plus peuplés, les plus étendus, situés au cœur du plus influent des continents. Ils possèdent une législation en partie similaire, introduite par Napoléon Ier à travers le Code civil. Ils sont traversés globalement par les mêmes courants de pensée et les mêmes mouvements artistiques, comme le baroque, ou le romantisme par exemple. Leur économie est globalement prospère. Mais alors que leur position sur l'échiquier du monde était des plus enviables, ces deux pays vont se lancer, à partir de 1870, dans une suite de conflits meurtriers. Ceux-ci causeront leur perte et traumatiseront durablement leur conscience. À 3 reprises, toujours au même endroit, causant à chaque fois des dégâts matériels et humains de plus en plus importants et dramatiques, ces deux pays se lancent dans ce qui ressemble furieusement à un suicide collectif. Comment un tel enchaînement a-t-il pu se produire? Quelles traces ces horreurs ont-elles laissées dans le territoire et dans les esprits? Comment l'idée de devoir de mémoire est-elle née et comment a-t-elle évolué? Les 3 conflits franco-allemands, guerre de 1870, guerre de 14-18, guerre de 39-45 s'enchaînent. Quelles sont les principales causes de cette marche historique désastreuse? La première d'entre elles est la volonté d'asseoir la suprématie d'un pays sur l'autre. En multipliant les conquêtes territoriales, on repousse orgueilleusement les frontières, on augmente sa population et bien entendu, on s'accapare de nombreuses richesses appréciables. Cet antagonisme est très sensible en 1870, à travers l'opposition farouche des ambitions de Napoléon III et de Bismarck, qui n'attendent qu'un prétexte pour déclencher les hostilités. À ce titre, le texte de la dépêche d'Ems, rédigé par Bismarck dans le but de piquer l'amour-propre de l'empereur Napoléon III, montre bien que ce sont avant tout des orgueils nationaux qui s'affrontent. Sa Majesté le Roi là-dessus a refusé de recevoir encore une fois l'ambassadeur français et lui fait dire par l'adjudant de service que Sa Majesté n'avait plus rien à lui communiquer. Alors que l'opinion publique est chauffée à blanc depuis des jours, les insolences de la dépêche provoquent la déflagration désirée par les Prussiens. La France déclare la guerre. La Prusse peut se présenter comme la victime, l'agressée. Les guerres franco-allemandes ont aussi pour but d'asseoir différents régimes politiques et de réaliser des projets nationaux.
C'est ainsi que Bismarck cherchait en 1870 à unifier l'Allemagne jusqu'à la morceler en unité territoriale autonome. De même, la Troisième République française cherchait en 14-18 une victoire symbolique et éclatante qui la renforcerait. Quant à lui, Hitler poursuivait à travers son Troisième Reich le rêve de l'avènement d'un peuple supérieur, les Aryens, et la disparition d'un autre, les Juifs. Développer l'esprit revanchard permet au gouvernement de parvenir à leurs fins territoriales et d'assouvir leur soif de puissance en utilisant la population en l'embrigadant. La guerre se prépare dans les esprits, l'école et la jeunesse deviennent des viviers de soldats. Cultivés dès le plus jeune âge par le biais de l'éducation ou pire de l'embrigadement, encouragés par les chansons, les affiches ou la propagande, on développe dans la population l'envie d'en découdre, une nouvelle fois, avec l'ennemi, le vainqueur d'hier. L'école est le terreau de la revanche. La préparation militaire apparaît comme indispensable. C'est ce qu'exprime Paul Bert, un des ministres de l'instruction publique sous la Troisième République, pendant un banquet aux instituteurs. Nous voulons pour l'école des fusils. Oui, le fusil. Le petit fusil que l'enfant apprendra à manier dès l'école, dont l'usage deviendra pour lui chose instinctive, qu'il n'oubliera plus, et qu'il n'aura pas besoin d'apprendre plus tard. Car ce petit enfant, souvenez-vous-en, c'est le citoyen de l'avenir. Et dans tout citoyen, il doit y avoir un soldat. Et un soldat toujours prêt. Des bataillons d'écoliers sont alors créés à partir de 1882. Le patriotisme s'érige en religion. Il faut consolider la jeune et fragile République et sortir du traumatisme de la défaite de 1870. En 1914, les Français sont prêts à partir, naturellement, à la guerre. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des rayons d'argent, où le soleil de la montagne fière lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans les frais cressons bleus, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Au regard du nombre de pays engagés, de la force combattante et du nombre de morts, la guerre de 1870 apparaît comme la moins meurtrière des 3 conflits qui opposent la France et l'Allemagne. Les erreurs stratégiques, le manque de préparation et la faiblesse de l'armement seront corrigés par l'état-major en 1914. La Grande Guerre marque le début d'une comptabilité funèbre. Moins de 150 000 morts en 1870, plus de 20 millions de morts en 1918 et plus de 50 millions en 1945, dont plus de la moitié sont des victimes civiles. Après 1870, la guerre sort du champ de bataille. On ne vise plus seulement les soldats, mais tout un pays. La guerre devient totale. Les progrès de l'armement mènent à la négation de l'homme. Si la guerre de 1870 ne concernait que la France et l'Allemagne, les 2 suivantes impliquent par le système des alliances toute l'Europe, mais aussi les États-Unis et l'Asie, ainsi que l'Afrique des colonies. Une mondialisation de la guerre.
Toute la population est partie prenante dans la guerre. La guerre devient totale. L'armement s'industrialise car les usines se reconvertissent. Les femmes et les enfants produisent. L'État finance ou emprunte aux familles. L'économie, la vie quotidienne est entièrement tournée vers la guerre. La vie au front ou à l'arrière est une vie de guerre. Les poilus, pendant la Première Guerre mondiale, vivent dans les tranchées, au beau milieu des champs de bataille. Ils vivent couchés dans la boue, sous la pluie battante ou le soleil brûlant. Les rats, la nourriture froide et médiocre, les corps déchiquetés de leurs camarades sont leur quotidien. Les villes bombardées, détruites, occupées comme dans le nord de la France ou l'Alsace-Lorraine, la censure et le mensonge organisé de l'État sont le quotidien de l'arrière. Cette horreur que certains historiens nomment la brutalisation expliquerait l'acceptation et la réalisation de l'impossible de la Deuxième Guerre mondiale. Le génocide juif ainsi que les exactions commises par les nazis dans les pays occupés, les rafles, les meurtres, les horreurs de l'occupation, mais aussi celles des collaborateurs en France ou ailleurs, mènent l'humanité au plus profond de l'horreur qu'elle peut commettre. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant et en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Malgré la haine exacerbée entre les peuples, de nombreux intellectuels, hommes politiques, poètes, philosophes, savants ont combattu pour la paix et l'entente entre les peuples, dénonçant les horreurs et l'absurdité des guerres. Dès le XVIIIe siècle, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert diffuse des articles très virulents qui dénoncent l'atrocité des guerres. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes. C'est une maladie convulsive et violente du corps politique. Il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel, que lorsqu'il jouit de la paix. C'est elle qui donne de la vigueur aux empires. Elle maintient l'ordre parmi les citoyens, elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire, elle favorise la population, l'agriculture et le commerce,
En un mot, elle procure au peuple le bonheur qui est le but de toute société. La guerre, au contraire, dépeuple les États. Elle y fait régner le désordre. Les lois sont forcées de se taire à la vue de la licence qu'elle introduit. Elle rend incertaine la liberté et la propriété des citoyens. Elle trouble et fait négliger le commerce. Les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre sacrifie. Ces victoires mêmes lui font des plaies profondes que la paix seule peut guérir. Si la raison gouvernait les hommes, si elle avait sur les chefs des nations l'empire qui lui est dû, on ne les verrait point se livrer inconsidérément aux fureurs de la guerre. Ils ne marqueraient point cet acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Attentifs à conserver une tranquillité de qui dépend leur bonheur, ils ne saisiraient point toutes les occasions de troubler celles des autres. Satisfaits des biens que la nature a distribués à tous ses enfants, ils ne regarderaient point avec envie ceux qu'elle a accordés à d'autres peuples. Les souverains sentiraient que des conquêtes payées du sang de leurs sujets ne valent jamais le prix qu'elles ont coûté. Mais la guerre l'emporte. Jean Jaurès, qui aura lutté de toutes ses forces pour éviter le désastre de la guerre de 14, est assassiné à Paris, quelques jours avant le début des hostilités. Jean Renoir, dont le film La Grande Illusion lance un vibrant appel à la fraternité entre les peuples, bouleverse le monde entier en 1937. Mais son film est censuré en Allemagne, car il ne correspond pas du tout au discours de haine du Führer. C'est bien l'esprit combattant qui domine jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans les commémorations et les bâtiments du souvenir. C'est seulement après 1945 que le champ de bataille devient l'instrument d'une construction européenne autour du couple franco-allemand. Et c'est là justement que les ennemis d'hier ont décidé d'agir en faveur de la paix. Un nouveau devoir apparaît, le devoir de mémoire. Non seulement il convient de rendre hommage à ceux qui ont tant souffert, mais pour éviter que ces horreurs ne recommencent, il faut montrer à tous, crûment, l'insupportable. Le pays se couvre alors de cicatrices auxquelles on n'ose plus toucher. Des blocs de béton jalonnent le territoire, on se promène au milieu des trous d'obus, des cratères gigantesques, des villages figés dans le temps où la nature reprend ses droits. On fleurit les croix. L'horreur est visible et l'on n'ose plus y toucher. Les traîtres d'hier sont élevés au rang de héros ou de martyrs, et partout, à chaque coin de rue, on se souvient de leurs sacrifices.
On leur écrit des poèmes, des chansons. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Le champ de bataille est désormais au service de la construction européenne. François Mitterrand, président de la République française, et le chancelier de la République fédérale allemande Helmut Kohl vinrent se recueillir au pied de l'ossuaire, côte à côte, main dans la main, en présence de 3000 scolaires français et allemands, pour rendre hommage aux morts des combats passés et en même temps exprimer leur foi en un avenir commun. C'est encore ici, devant l'ossuaire, que, le 16 juin 1996, Jacques Chirac, entouré de 3000 jeunes français et allemands et de quelques anciens combattants de 14-18, réaffirme avec force le message de paix et d'espoir pour l'Europe du XXIe siècle. Il déjeuna à Verdun au milieu de 15 jeunes, représentant chacun les pays membres de la communauté européenne. Le 11 novembre 2009, Nicolas Sarkozy invite Angela Merkel, chancelière allemande, aux commémorations à l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, c'est la mémoire historique ou pédagogique qui supplante celle du devoir de mémoire. La connaissance de l'histoire doit prendre le relais de la ferveur, du deuil, de l'émotion. Il faut donner du sens historique au lieu, réaliser un travail de mémoire. Comprendre, apprendre, parce que celui qui ignore le passé est condamné à le revivre. Ainsi, depuis 66 ans, l'Allemagne et la France vivent en paix et œuvrent ensemble au sein de la communauté européenne. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer, aller avec le soleil.